bonjour, qu'est-ce que comment ça va? Je suis Will Wild et aujourd'hui on va parler de science, avec un peu d'histoire. Si je te montre cette image, ou celle-ci, ou celle-ci-là, et je te dis que l'auteur c'est un médecin espagnol qui était lauréat prix Nobel de médecine en 1906, tu sais de qui je parle? Effectivement, on parle de Santiago Ramón y Cajal. Tu es prêt à connaître sa vie? Vamos! Santiago Ramón y Cajal est né le 1er mai 1852 à Petilla d'Aragon, un tout petit village de 31 habitants qui est situé entre Saragossa et Pampelune, ou Pamplona en espagnol. Une ville qui peut-être ça te parle parce que tous les ans il y a une fête où il y a les taureaux qui courent dans la rue et puis les gens qui courent devant les taureaux. Fils de Justo Ramón, un médecin de campagne, et d'Antonia Cajal. C'est pour ça qu'il s'appelle Ramón y Cajal. Oui. En Espagne, on a donné une famille. Santiago passe son enfance entre déménagement et déménagement. Et c'est là, pendant son enfance, qu'il va développer un très profond intérêt par les arts plastiques. Un intérêt qui va l'accompagner pendant toute sa vie. D'ailleurs, les dessins que je t'ai montrés tout à l'heure, c'était des dessins à Santiago. Finalement, il s'installe à Huesca, où il finit son bac. Et tout ça entouré des agitations politiques très importantes en Espagne, comme la Première République, ou l'exil d'Isabelle II. Et il faut savoir aussi que Santiago n'a été jamais un bon élève à l'école. Et quand il était enfant, il le disait aussi qu'il était un peu malin. Et lui-même, il le reconnaît dans sa biographie. Et même avec tout ça, finalement, il arrive à être lauréat prix Nobel de médecine. Waouh! De 1870 à 1873, il passe ses études de médecine à Saragossa. Et à l'âge de 21 ans, il part à Cuba. Mais pas pour faire la fête, ni pour boire des mojitos à la playa. C'est qu'en fait, Cuba s'est élevé en demandant son indépendance. Santiago était parti à la guerre. Cette guerre était connue comme la guerre des 10 ans. Il faut savoir que Cuba avec les Philippines sont les deux dernières colonies qu'Espagne perdra à la fin du 19e siècle. Donc il est envoyé comme médecin militaire. Et c'est vrai que les pauvres Santiago, c'était pas non plus les meilleurs moments de sa vie. Santiago se voit entouré de la misère, de la guerre, et surtout d'une chose très importante. Les moustiques. Mais pourquoi les moustiques? Qu'est-ce qu'il apporte les moustiques? La malaria. La malaria, c'est une maladie qui est apportée par les moustiques, surtout de l'espèce Anophèle. Une maladie qui peut décimer une armée vite fait. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Santiago, finalement, il attrape la malaria. Et dans l'année 1875, il est renvoyé en Espagne dans un état très déplorable. Son passage par Cuba lui permet d'épargner un peu d'argent. Et quand il rentre en Espagne, il achète un microscope. Un microtome, c'est un appareil qui permet de faire des coupes histologiques d'un tissu que tu vas étudier au microscope. Et il achète aussi de divers outils pour la recherche scientifique. Il habilite un ancien laboratoire où il commence ses recherches. Et dans l'année 1877, il publie sa thèse Pathogénie de l'inflammation. Le 19 juillet 1879, il s'est marié aussi avec l'amour de sa vie, Silveria Fañanas Garcia, avec laquelle il aura 7 enfants. Dans l'année 1887, il déménage à Barcelone. Barcelona! Pour occuper la chaire d'histologie à la faculté de médecine de Barcelone. Et avec ça, on arrive dans l'année 1888, son année la plus importante, parce que c'est là qu'il découvrira les mécanismes de connexion des cellules nerveuses. Dans cette année, il publie dans la revue trimestrielle d'histologie normale et de pathologie que les tissus cérébraux ne sont pas des connexions en continu comme il se croyait dans cette époque. Sinon qu'il existe un petit espace qui sépare les neurones, qu'il appelle fente synaptique. Un espace de 20 à 40 nanomètres, tout petit, qui permet la communication entre les différents neurones par action des messagères chimiques. Avec tout ça, en prouvant que les neurones ne sont pas liés en continuité, mais en contiguïté, il prononce sa théorie la plus importante, la théorie de la polarisation dynamique. Cette théorie dit que les neurones transmettent les impulses nerveuses de façon unidirectionnelle, ça veut dire dans une seule direction, du corps de la neurone à l'extrémité de l'axone. Voilà, on a ici un neurone. Il est trop mignon. Comme ça, l'information qui est prise dans les dendrites ici passe au corps de la neurone. Du corps de la neurone à l'axon, et de l'axon à l'axon terminal. Et l'axon terminal qui finit dans les boutons synaptiques qui sont connectés avec ces fameux fentes synaptiques dans les dendrites
d'une autre neurone. Comme ça, l'information passe d'une façon unidirectionnelle, dans une seule direction. De cette façon, Santiago changera pour toujours la vision de la neurobiologie. Et c'est très intéressant tout ça, hein. Tu peux le dire tout ça à ton professeur d'histologie. Il sera très content et tu auras une meilleure note dans ton prochain examen d'histologie. Par curiosité, dire que le physiologiste Henry Hallidale, waouh, super niveau d'anglais, découvre le premier neurotransmetteur ou messager chimique que l'on a parlé tout à l'heure. Il est connu comme l'acétylcholine. Avec tout ça, Santiago reçoit un bon nombre de reconnaissances scientifiques comme la médaille Helmholtz ou le prix international de Moscou. Il est aussi nommé docteur honoris causa par l'université de la Sorbonne à Paris, ou l'université de Clark à Worcester, ou l'université de Cambridge. Mais sa nomination la plus importante arrivera en 1906, par reconnaissance de son effort dans l'étude du système nerveux, les prix Nobel. Prix Nobel qui partage avec Bartolomeo Camillo Emilio Golgi, aussi connu comme Camillo Golgi. Un médecin et cytologiste italien. Il avait développé une technique de marquage cellulaire à base de nitrate d'argent que Santiago avait améliorée. Quand sa femme l'avait dit d'utiliser les mêmes composantes qu'ils utilisaient pour développer les photos argentiques. Parce que Santiago, il était aussi fort en photographie. C'est grâce à cette technique de marquage que Santiago arrive à visualiser finalement les neurones et à postuler sa théorie. Avec ça, Santiago décrit pour une première fois les neurones comportant un corps cellulaire, un axone et les dendrites. De la même façon, il formule sa théorie des neurones. Selon cette théorie, les neurones sont des entités fonctionnelles autonomes. Comme curiosité, savoir aussi que les neurones se régénèrent, contrairement à ceux qui s'est croisés avant. Ces processus de régénération se connaissent comme la neurogénèse. Savoir aussi que les manques de sommeil, le tabac ou le stress peut être fatal pour tes neurones. Donc allez, save the neurons. C'est pour ça que les prix Nobel, il est partagé finalement avec Camillo Golgi. Tous les deux, ils ont été lauréats prix Nobel de médecine en 1906. Et cette histoire n'est pas si jolie comme ça, parce qu'il paraît que Santiago et Camillo, ils s'attendaient pas très bien en fait. Puisque Camillo, il n'était pas d'accord avec les théories de Santiago, et à l'inverse, Santiago, il n'était pas d'accord avec les théories de Camillo. Bon, c'est un peu bête, mais bon. C'est vrai qu'ils auraient pu être dans la première page de la presse people scientifique de l'époque. Par curiosité, il faut savoir que le 6 lauréat prix Nobel en médecine, Severo Ochoa, un autre médecin espagnol, en 1959, il avait dit que la recherche scientifique en Espagne était très pauvre, mais que sans Santiago aurait été vraiment nul. Et malheureusement, le bon de Severo, il avait vraiment raison, parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, l'Espagne ne s'intéresse pas du tout à la recherche scientifique. C'est comme ça que les gens scientifiques, on doit tous s'en aller. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis, qui partent en France, qui partent en Allemagne, parce que les pays n'ont pas d'argent pour la recherche scientifique. C'est vraiment dommage. Comme curiosité, savoir que par exemple, aux États-Unis, il y a 377 prix Nobel. En Angleterre, 130. En Allemagne, 108. En France, 69. Et en Espagne, seulement 8. Oui, ce n'est pas beaucoup. Après son prix Nobel, Santiago continue comme professeur à la faculté et il n'arrêtera jamais la recherche scientifique. Finalement, dans la nuit du 17 octobre 1934, Santiago décède dans son domicile à l'âge de 82 ans. Et derrière lui, il ne laisse pas seulement un prix Nobel, sinon aussi un passionné par la science, par la recherche scientifique, par les dessins, la photographie, l'écriture. Bon, vraiment, quelqu'un très polyvalent. Mais le plus important, ce qu'il nous laisse, c'est un très bon exemple de force de volonté. Quelqu'un qui lutte jusqu'à la fin pour réussir ses objectifs. Dans un pays qui ne s'intéresse pas du tout à ses investigations, entouré des amis qui lui disaient qu'il fallait arrêter ce qu'il faisait parce que ça sert à rien. Et même avec tout ça, Santiago, il réussit à avoir un prix Nobel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la vie de Santiago, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi que dans l'année 1932, il a fondé l'Institut Cajal à Madrid, maximum représentant en neurosciences en Espagne, et un point de rencontre mondial pour la recherche scientifique et de l'étude du système nerveux. Et c'est qu'avec tout ça, Cajal il est considéré comme le père de la neurobiologie moderne, et grâce à lui, aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre les cerveaux et les systèmes nerveux. Pour tout ça, merci, gracias, Don Santiago. Et je veux fermer cette vidéo avec une phrase de Santiago qui m'a touché énormément. Et ce qu'il disait, que les idées ne durent pas longtemps, il faut faire quelque chose avec elles. Donc, à quoi tu attends? Peut-être que toi, tu seras les prochains prix Nobel en médecine. Et ça, c'est tout les amis, n'oublie pas de me faire un pouce en haut, de te souscrire pour plusieurs vidéos de sciences histoire et de me laisser dans la boîte des commentaires si tu veux que je parle la prochaine fois d'un scientifique qui te touche la patate. Hasta luego!